parler aujourd'hui, en cette veille du jour de l'an, ce 31 décembre, je vais vous parler de la tentation de certains astrologues de resituer l'astrologie dans le cadre d'une sorte d'environnement cosmique universel dont l'astrologie ne serait finalement qu'une manifestation parmi d'autres. Je pense à des gens comme Daniel Kobi qui sont très intéressés par l'astronomie et qui n'hésitent pas évidemment à nous dire que l'astrologie trouve son fondement ou sa justification tout simplement dans le fait que nous sommes immergés dans le cosmos. Je me porte en faux contre cette façon de présenter les choses. Je crois au contraire, bien au contraire, que l'astrologie prend le contre-pied de cette démarche. C'est-à-dire qu'elle est une volonté de construire quelque chose par-dessus le monde. Et d'imposer des lois qui soient propres aux hommes et qui ne sont pas nécessairement celles de l'univers, celles du cosmos, celles du système solaire. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de pseudo-évidences qui circulent dans le milieu astrologique, comme quoi, dès qu'on parle de Jupiter ou de Saturne, c'est forcément de la planète qu'on parle. Dès qu'on parle de mythologie, c'est forcément d'astronomie que l'on parle. Et dès que l'on parle d'astrologie, la justification, c'est tout simplement que le monde est là, que l'univers est là, que le cosmos est là, et que par conséquent, c'est tout à fait normal que nous soyons concernés par ce qui se passe dans le cosmos. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, Dixit, la table d'émeraude, etc., etc. Je pense que cette vision des choses fait long feu d'ailleurs, et que jusqu'à présent, ça n'a jamais convaincu les scientifiques d'une quelconque valeur de l'astrologie. Je crois en revanche que dans le domaine de l'anthropologie et des sciences sociales, l'argument inverse est beaucoup plus jouable, beaucoup plus plausible. J'ai déjà insisté sur le fait, et je le répète, c'est jamais inutile, que si pour un astronome, un cycle, c'est le temps qu'il faut, ou l'espace à franchir, parcourir, pour revenir au même point dans le ciel, au même point sidéral, puisque l'astronomie se sert du sidéral pour déterminer le temps de révolution. Ça ne veut pas dire pour autant que l'astrologie fonctionne sur cette base-là. Je ne reviens pas là-dessus, mais il est clair au contraire que tout indique que l'astrologie tend à subdiviser le cycle global d'une planète non pas en 12 évidemment, comme dans le zodiaque, mais parce qu'à ce moment-là, il y a 12 trous avant la totalité de la révolution, mais en 4 ou en 3. En 4, avec la théorie des quadruplicités, et en 3, avec la théorie des triplicités. Donc, évitons de croire que l'astrologie est réductible à une quelconque modernité scientifique. C'est-à-dire ce point-là qui divise les astrologues de l'astrologie védique, de l'astrologie hindoue, de l'astrologie sidéraliste d'un côté, et l'astrologue de l'astrologie tropicaliste. C'est-à-dire que c'est plutôt une philosophie de l'histoire, une philosophie de l'anthropologie, une épistémologie de l'anthropologie qui est en jeu ici. À savoir que les erreurs du passé sont vouées à être des vérités d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la notion d'erreur est une notion qui n'a pas beaucoup de signification au regard des sciences sociales et des sciences humaines en général, et notamment
au regard même de la psychanalyse ou de la psychologie. L'erreur est créatrice. J'ai moi-même publié il y a 90, je crois, un éloge de l'erreur qui est paru aux éditions Le Lyre-et-Coudrier avec d'autres contributions d'Alain Kieser et de Anne Rose. Une série d'éloges. Donc l'erreur est créatrice, est créative, et même si effectivement on a pu se tromper à un moment donné par ignorance de la précision des équinoxes, on a pu croire qu'il n'y avait pas de précision des équinoxes, et on a pu croire que les étoiles coïncidaient une fois pour toutes avec le point vernal et que tout était parfaitement en phase. Et puis après, au bout d'un certain temps, on s'est aperçu qu'on s'était trompé. Mais est-ce que c'est parce qu'on s'est trompé qu'il faut corriger l'erreur? Est-ce que parce qu'on sait aujourd'hui que les étoiles fixes n'ont rien à voir au niveau spatial avec les planètes, qu'il faut corriger l'erreur, etc. Bon. Moi, je crois que non. Non. Les erreurs constituent des faits. Et à partir du moment où nous avons construit sur ces faits, que nous sommes habitués à ces faits, eh bien, ces faits deviennent une réalité, notre réalité. Donc, méfions-nous de la modernité. Par exemple, le fait qu'on n'ait pas connu Uranus, Neptune et Pluton, c'est une erreur, si on veut. Une ignorance, une erreur. Maintenant, doit-on corriger cette erreur au nom d'une meilleure connaissance qu'on a eue depuis du système solaire? Non, pas du tout. C'est en cela que je ne suivrai absolument pas Jean-Pierre Nicolas, par exemple, qui a voulu à tout prix, et à mon avis à ses dépens, intégrer Uranus, Neptune et Pluton dans son système RET, notamment la partie T. Parce que la partie R, c'est l'escorte solaire, la partie E, c'est Mars, Jupiter, Saturne, etc. Donc, non, non. Il faut assumer ses erreurs. En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que il faut faire attention à ce qu'on appelle la corruption. L'erreur, c'est une chose, la corruption en est une autre. L'erreur, entre guillemets, l'erreur, c'est d'avoir cru, quand on a construit quelque chose, que ceci était ceci, cela était cela, et que ça serait comme ça. Mais si le système a été construit sur cette base-là, il a été construit sur cette base-là. En revanche, si l'on détruit ce système, soit parce qu'on a voulu ajouter des choses qu'on a découvertes par la suite, soit parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises dans le système, des codes qu'on n'a pas su décrypter, là, il y a un problème. Donc en réalité, c'est l'inverse. C'est justement des additions, soi-disant pour corriger l'erreur, ou au contraire des additions ou des soustractions par méconnaissance des conditions d'origine. C'est cela le grand danger. Et c'est cela, on pourrait parler de faute, pour revenir à la fameuse formule concernant Napoléon et le duc d'Enghien. L'erreur, c'est quand on ne sait pas quelque chose. La faute, c'est quand on corrige quelque chose qu'on n'aurait pas dû corriger, ou que l'on n'est plus capable de comprendre un système. Là, il y a une faute. Une faute professionnelle, je dirais presque. Donc, il faut faire la part de l'erreur, de la faute, de la corruption, de la méconnaissance, de l'ignorance, pour traiter de la tradition, pour traiter la tradition, pour traiter les textes. Il n'est absolument pas question, dans le domaine des sciences humaines, des sciences sociales, de parler d'erreur parce que dans le cadre de la mise en place de systèmes, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus de système. Puisque le système d'origine est dévalorisé et dévalué, donc il n'y a plus de système. Donc n'ayant plus de système, on n'a plus de structure, et donc on a une espèce de processus comme ça, qui est en progrès, qui est en train, comme ça, en développement, et qui ne va nulle part, et qui ne vient de nulle part. Donc qui est, voilà, c'est un peu par exemple le problème des langues. Je
me suis beaucoup battu à ce sujet. Les langues, est-ce qu'il faut les considérer comme un phénomène comme ça qui se développe de façon plus ou moins incontrôlée, sans planification, et qui s'adapte, s'ajuste à des situations successives, ou bien au contraire, les langues sont-elles au départ, ou en tout cas à un moment donné de leur construction, de leur élaboration, des systèmes extrêmement rigoureux, extrêmement rigides, extrêmement cohérents, qui sont évidemment probablement fondés sur des erreurs, parce qu'on a pu théoriser et intégrer des données qui étaient discutables. Mais peu importe, le problème c'est, dans ce sens-là, je suis très structuraliste. Et voilà, c'est tout. Il y a une structure qui est mise en place, cette structure elle est intégrée dans l'inconscient collectif, elle est intégrée dans nos capacités à décoder des signaux, et on ne peut pas remettre en question cette structure, aussi défectueuse soit-elle, si on emploie le mot défectueux, non pas pour dire que la structure est déformée, parce que ça ce serait effectivement quelque chose de problématique, mais parce qu'elle ignore certaines données que désormais, à présent, on connaît. Donc, pour revenir à l'objet initial de mon discours, l'astrologie, l'avenir de l'astrologie n'a rien à voir avec l'avenir de l'astronomie. Ce que l'astronomie va découvrir à l'avenir ne saurait en aucune façon affecter l'astrologie. En revanche, dans le domaine des neurosciences, dans le domaine génétique, là, en effet, il peut y avoir des éléments qui peuvent entériner quelque part le processus astrologique. Beaucoup plus dans le domaine de la biologie, qu'il faut attendre une validation de l'astrologie, que dans le domaine de l'astronomie, de l'astrophysique. C'est tout le problème aussi dont on va parler déjà, de l'émetteur et du récepteur. Il y a des astronomes qui mettent l'accent sur le rôle de l'émetteur, et qui veulent absolument qu'il y ait une émission, et que ce soit l'émission qui importe, et que le récepteur ne fasse que s'imprégner de cette émission. Et puis il y a ceux comme moi qui pensent au contraire que ce qui compte c'est la réception, c'est la façon dont on capte les informations, dont on décode et dont on intègre les informations, et par conséquent l'émetteur il ne joue qu'un rôle mineur, c'est la façon dont tout ça est reçu qui compte. Cela dit, il ne faut pas dire pour autant que il y a des débats là-dessus, mais il est clair par exemple qu'un compositeur qui élabore une œuvre n'est pas à mettre sur le même pied que l'interprète qui va la jouer. Même si l'interprète est en position de récepteur, dans ce cas précis, c'est un autre problème qui se pose, un autre niveau. L'interprète, parce que moi je m'occupe beaucoup de musique, c'est d'abord quelqu'un qui capte, justement, qui reçoit des données, qui les intègre dans sa propre composition musicale. Et donc finalement, celui qui ensuite après va interpréter, comme on dit, le travail du compositeur, c'est un récepteur de deuxième rang. Et lui, à ce moment-là, il n'est plus un récepteur actif qui va capter la réalité dans le vif, c'est un récepteur qui capte des données qui sont déjà mâchées, qui sont déjà codifiées et qui sont mortes en quelque sorte. Ouais, il y a eu un